L'écran est noir, un silence pesant. Puis, le son d'une allumette qu'on craque. Une petite flamme illumine le visage du présentateur. Il regarde intensément la caméra. Regardez cette flamme. Elle danse, elle consomme, elle transforme. On nous a appris que le feu détruit la matière. Mais pour comprendre ce qu'est réellement un arbre, il faut d'abord accepter que nous ne comprenons rien à la manière dont le monde se construit. Vous pensez savoir d'où viennent les arbres. Évidemment que vous le savez, vous l'avez vu 1000 fois. On enfonce une graine dans la terre, on ajoute un peu d'eau, on attend, et finit par surgir quelque chose de vert qui déchire la surface et s'élance vers le ciel. Les arbres viennent du sol. C'est élémentaire. C'est même une question qui ne mérite pas d'être posée, n'est-ce pas? Sauf que si. C'est la question. Parce que voici ce que personne, absolument personne, ne prend le temps de réaliser. Un chêne mature pèse environ 5 tonnes, 5000 kilogrammes. Certains arbres pèsent bien plus. C'est une masse colossale de bois, d'écorce, de racines et de branches qui n'existaient pas il y a un siècle. Et aujourd'hui, c'est là, devant vous. C'est solide, c'est dense, ça résiste à la hache. Alors je vous pose la question, et je ne la pose pas de manière poétique ou métaphorique. Je la pose de manière physique, brute, atomique. D'où viennent ces 5000 kilos de matière solide? L'explication instinctive, celle que votre cerveau vous hurle, c'est le sol. Les racines s'enfoncent profondément, l'arbre pompe des trucs, et ces trucs deviennent de l'arbre. C'est logique, c'est visuel. On imagine l'arbre comme une paille géante plantée dans la terre. Alors testons cette intuition. Faisons un saut dans le temps, dans les années 1600. Un scientifique flamand nommé Jan Baptist van Helmont se pose exactement cette question. Il décide d'arrêter de deviner et de mesurer. Il prend un pot de fleurs géant, il y met précisément 90 kilos de terre préalablement séchée au four. Puis il y plante un jeune saule qui pèse exactement 2,3 kg. Pendant 5 ans, il ne lui donne rien d'autre que de l'eau distillée ou de l'eau de pluie. Rien d'autre. Pas d'engrais, pas de terre supplémentaire. 5 ans plus tard, le saule est devenu un arbre magnifique. Van Helmont le déterre avec précaution et le pèse. Il fait maintenant 76 kilos. L'arbre a gagné près de 74 kilos de masse nouvelle. Vient alors le moment de vérité. Le moment où la logique devrait triompher. Il récupère toute la terre du pot, la fait sécher à nouveau pour éliminer l'humidité et la pèse. Si l'arbre a mangé la terre pour grandir, le pot devrait être presque vide, non? Il devrait manquer 74 kilos de sol. Le résultat? La terre pesait toujours 90 kilos. Elle avait perdu à peine 57 grammes. 57 grammes contre 74 kilos. L'arbre a gagné une masse équivalente à celle d'un homme adulte, et le sol n'a presque pas bougé. Les chiffres viennent de briser votre intuition. Ils viennent de tuer l'évidence. C'est le moment où la plupart des gens haussent les épaules et passent à autre chose. Ils se disent qu'il doit y avoir une explication technique compliquée, un truc sur les nutriments ou la chimie qu'ils ne comprennent pas, et ils rangent ça dans un coin de leur cerveau pour l'oublier. Mais ne faites pas ça. Ne détournez pas le regard. Parce que ce qui vient de se passer est absolument extraordinaire, presque terrifiant. Vous venez de voir 74 kg de matière physique solide apparaître à partir de pratiquement rien. Et vous n'avez aucune idée d'où ça vient. Ce n'est pas un petit détail qui manque à votre culture générale. C'est un trou béant dans votre compréhension du fonctionnement du monde physique. Vous marchez dans une forêt, et vous êtes entouré de milliers de tonnes de matière dont vous ne pouvez pas expliquer la provenance. Si vous ne savez pas d'où vient le bois, vous ne savez pas de quoi le monde est fait. Et la réponse, quand on accepte enfin de la regarder en face, va briser quelque chose dans votre façon de percevoir les arbres, l'air et la matière elle-même. Laissez-moi vous montrer le tour de magie le plus colossal de l'univers. Le sol n'y est pour rien. Alors quoi? L'eau? L'arbre boit constamment, des hectolitres d'eau. Un grand chêne peut pomper 400 litres d'eau par jour de canicule.
Sur un siècle, c'est un océan qui traverse ces vaisseaux. Donc la masse vient de l'eau. C'est l'explication de ce cours. Elle est satisfaisante parce qu'on peut la visualiser. Les racines boivent, l'eau monte, l'arbre gonfle. Propre, simple, rationnel. Sauf que ça ne marche pas non plus. Et les mathématiques sont sur le point de devenir encore plus cruelles avec vos certitudes. Le présentateur marche maintenant dans une forêt dense. Il s'arrête devant un tronc massif, le frappe du plat de la main. Le son est sourd, puissant, indiscutable. Bon, l'eau, c'est l'explication la plus séduisante, n'est-ce pas? On voit l'arbre boire, on voit la pluie tomber, et on sait que sans eau, la plante meurt. On se dit, d'accord, si ce n'est pas la terre, c'est l'eau qui se transforme en bois. C'est propre, c'est logique. Sauf que la chimie, elle, ne fait pas de sentiments. Elle a une comptabilité rigoureuse. Analysons cette eau. H2O. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Quand un arbre traite de l'eau, il ne la transforme pas magiquement en bois. Il la casse. Il utilise l'hydrogène comme une source de protons et d'électrons pour ses réactions internes. Et il rejette l'oxygène. Cet oxygène que vous respirez en ce moment même, là, tout de suite, c'est le déchet de l'arbre. C'est ce dont il n'a pas besoin. Mais voici le problème. L'hydrogène est l'élément le plus léger de tout l'univers. C'est un poids plume atomique. Pour obtenir 5000 kg de masse solide uniquement à partir d'atomes d'hydrogène, il faudrait une quantité d'eau si astronomique que l'arbre ressemblerait à une éponge géante sous pression, pas à un pilier de bois dense. Et surtout, le bois n'est pas fait d'hydrogène. Le bois, c'est du carbone. Le carbone est la colonne vertébrale de chaque molécule organique, de chaque paroi cellulaire, de chaque fibre de chaque arbre qui a jamais poussé sur cette planète. Le carbone est lourd, le carbone est dense, et le carbone représente environ 50% du poids sec de n'importe quel arbre. Alors on fait les comptes? Le sol? On l'a vu avec Van Helmont, il ne perd presque rien. Les racines absorbent bien des minéraux, azote, phosphore, potassium, mais tout cela réuni ne représente que 1 à 2% de la masse totale de l'arbre. C'est le sel dans la soupe, pas la soupe. L'eau, elle fournit l'hydrogène, mais c'est une fraction négligeable du poids final. Le reste, on a un trou de plusieurs tonnes dans notre budget. C'est ici que vous devriez ressentir un véritable malaise intellectuel. Vous avez devant vous un objet de 5 tonnes. Vous savez qu'il provient d'une graine qui pesait quelques grammes. Et vous ne trouvez pas la matière. Pas dans le sol, pas dans l'eau, pas dans tout ce que vous pouvez voir entrer dans la plante par le bas. La réponse est ailleurs. Elle est là où personne ne pense à regarder, parce que nos sens nous trompent. La réponse est juste sous votre nez. Littéralement, la masse vient de l'air. Prenez une seconde pour laisser cette phrase infuser. La quasi-totalité de la masse physique d'un arbre, le tronc, l'écorce, les racines, les branches, provient d'un gaz invisible flottant dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone, le CO2, ce truc qu'on pointe du doigt pour le réchauffement climatique, ce gaz qui ne représente que 0,04% de l'air qui vous entoure. C'est de ça que les arbres sont faits. Un chêne de 5 tonnes est, au sens physique le plus strict, de l'air solidifié. Quand Van Helmont faisait son expérience et ne comprenait pas où passait la masse, la réponse flottait devant son visage pendant tout ce temps. Il ne pouvait simplement pas la voir parce qu'elle était invisible. L'arbre est un sculpteur de gaz. Voici ce qui se passe réellement à l'échelle moléculaire. Les arbres aspirent le CO2 de l'atmosphère par des pores minuscules situés sous leurs feuilles, appelés stomates. Imaginez des millions de petites bouches invisibles qui s'ouvrent sur la canopée. Le CO2 s'y engouffre. À l'intérieur, l'arbre lance une chaîne de montage digne de la science-fiction. Il casse la molécule de CO2. Il éjecte l'oxygène, merci pour nous, et il garde le carbone. Il prend ces atomes de carbone et les enchaîne les uns aux autres pour créer des molécules longues, complexes et rigides. Le glucose d'abord, puis la cellulose, puis la lignine. La lignine, c'est le béton armé de la nature. C'est ce qui rend le bois dur.
Et chaque atome de cette structure solide a été, un jour, une molécule de gaz solitaire dérivant au gré du vent. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image poétique, c'est le mécanisme moléculaire exact. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela implique pour votre quotidien. Chaque planche de bois dans votre maison, chaque table sur laquelle vous mangez, chaque page de livre que vous tournez, chaque navire qui a jamais vogué sur les océans, tout cela a commencé sous forme de gaz invisible. Les arbres sont des machines qui tendent leurs bras vers le ciel pour attraper le néant et le transformer en solide en utilisant uniquement la lumière du soleil comme source d'énergie. Van Helmont avait raison d'être perplexe. L'idée que quelque chose de solide puisse provenir de quelque chose d'invisible viole toutes nos intuitions sur la matière. On se sent comme devant un tour de magie où le magicien fait apparaître un bowling à partir d'un foulard en soie, sauf que là, le magicien fait apparaître une forêt entière à partir d'un soupir. Mais attendez, parce que si vous trouvez ça fascinant, on n'a encore rien vu. On a identifié le matériau, mais on n'a pas encore parlé du moteur. Parce que transformer du gaz en bois, c'est un cauchemar thermodynamique. Ça demande une énergie folle. Et c'est là que le retournement de cerveau devient total. Parce que l'arbre ne se contente pas de manger de l'air. Il capture littéralement une étoile. Ramasse une poignée de feuilles sèches et les laisse filer entre ses doigts. Vous avez appris le mot photosynthèse à l'école. Vous vous en souvenez probablement comme d'une ligne dans un manuel de SVT, coincée entre le cycle de l'eau et la classification des invertébrés. Vous avez appris la définition par cœur, vous avez réussi le contrôle et vous êtes passé à autre chose. Mais on ne vous a jamais montré ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe vraiment est l'un des processus physiques les plus extraordinaires de l'univers connu. C'est le moment où je dois vous demander d'oublier tout ce que vous croyez savoir sur la nourriture des plantes. Parce qu'un arbre ne mange pas. Un arbre ne construit pas sa masse. Un arbre capture du rayonnement. Imaginez, le soleil frappe une feuille. Pour nous, c'est juste de la chaleur, de la luminosité, une sensation agréable sur la peau. Mais pour la physique, la lumière est une onde électromagnétique oscillante, voyageant à 300 000 km par seconde. C'est la même force fondamentale qui maintient vos atomes ensemble, la même force derrière les aimants, l'électricité et toute la chimie. Quand ces ondes électromagnétiques frappent une molécule de chlorophylle à l'intérieur d'une cellule de la feuille, il se produit un phénomène qui relève de la mécanique quantique. L'énergie de la lumière est absorbée par un électron. Cet électron reçoit un tel coup de fouet qu'il est propulsé vers un état d'énergie supérieur, c'est le kick. Cet électron énergisé est ensuite passé le long d'une chaîne de molécules, la chaîne de transport d'électrons, comme une patate chaude. Et pendant qu'il bouge, il alimente une usine microscopique qui fabrique de l'ATP, la monnaie énergétique universelle du vivant. Voilà la première étape. La plante a capturé de l'énergie pure provenant d'une étoile située à 150 millions de kilomètres et l'a stockée sous forme chimique. Maintenant, l'arbre va utiliser cette énergie pour accomplir l'impossible. Il prend une molécule de CO2. Le dioxyde de carbone est une molécule incroyablement stable. Elle n'a aucune envie d'être brisée. C'est une forteresse chimique. Mais l'arbre, armé de son énergie solaire, force les portes. Il arrache le carbone du CO2. Et c'est là que la magie opère. Il prend ce carbone et l'utilise pour construire du glucose. C6H12O6. Regardez bien cette formule. 6 atomes de carbone enchaînés les uns aux autres avec un peu d'hydrogène et d'oxygène. Le glucose, c'est la première chose solide de tout ce processus. C'est le moment précis où un gaz atmosphérique invisible devient une molécule physique palpable. C'est du sucre. D'accord, je te vois venir. Tu vas me dire que l'arbre, c'est juste un gros morceau de sucre. Presque, mais attends la suite. L'arbre ne s'arrête pas là. Il prend ces molécules de glucose et les assemble par milliers pour former de longues chaînes répétitives appelées cellulose. La cellulose, c'est le matériau structurel primaire des parois cellulaires. Puis il remplit les espaces avec de la lignine, une sorte de résine organique qui donne au bois sa dureté et sa rigidité. La cellulose et la lignine, c'est ce qu'est le bois en réalité. Et les liaisons chimiques qui maintiennent toutes ces molécules ensemble, les ponts entre chaque atome de carbone dans chaque brin de cellulose de chaque forêt de la Terre, ces liaisons sont électromagnétiques.
C'est toujours la même force. La lumière du soleil frappe une feuille. L'énergie est capturée et utilisée pour forger des liaisons chimiques électromagnétiques entre des atomes de carbone tirés de l'air. Ces liaisons construisent le glucose. Le glucose construit la cellulose. La cellulose construit le bois. L'énergie électromagnétique devient de la matière solide. Ce n'est pas une version simplifiée pour les enfants, c'est ce qui se passe réellement. Quand vous touchez un tronc d'arbre, vous ne touchez pas de la terre transformée, vous touchez de l'énergie solaire solidifiée. Vous touchez des centaines d'années de rayons de soleil emprisonnés dans une structure de carbone. Si vous brûlez ce bois, que se passe-t-il ? La réaction s'inverse. Les liaisons chimiques se brisent, l'énergie solaire qui était stockée à l'intérieur est libérée sous forme de chaleur et de lumière, la flamme, et le carbone s'échappe pour redevenir du CO2 dans l'air. La boucle est bouclée. Le feu n'est que la libération soudaine de la lumière du soleil que l'arbre a mis des décennies à accumuler. Richard Feynman, le grand physicien, aimait dire qu'une fleur ne perd pas de sa beauté quand on comprend sa biologie. Au contraire, elle gagne une dimension supplémentaire. Savoir ce qui se passe réellement ne diminue pas l'émerveillement face à une forêt. Cela le rend vertigineux. Parce que maintenant, quand vous regardez un chêne, vous ne voyez pas de la boue qui s'est redressée. Vous voyez une antenne géante qui siphonne le ciel. Vous voyez des tonnes d'air invisibles qui ont été pétrifiées par la lumière. L'arbre ne puise pas sa substance dans la terre. Il puise sa substance dans le vide apparent de l'atmosphère. Mais voici le véritable retournement de situation. Celui qui va vous faire regarder votre propre reflet dans le miroir d'une manière totalement différente. Parce que ce processus ne s'arrête pas aux arbres. Il ne s'arrête pas à la forêt. Il vous concerne, vous, personnellement, jusque dans vos os. Le présentateur se lève de la souche et commence à marcher vers la caméra, un regard complice. C'est ici que l'histoire devient personnelle. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé des arbres comme s'ils étaient des curiosités biologiques, des objets fascinants mais extérieurs à nous. Mais voici la vérité qui va faire basculer votre perception de vous-même. Ce processus de pétrification de l'air ne s'arrête pas aux forêts. Prenez une grande inspiration. Allez-y, vraiment. Cet oxygène qui entre dans vos poumons, on l'a dit, c'est le déchet des arbres. C'est leur expiration qui devient votre vie. Mais qu'en est-il de ce qui vous compose physiquement ? Regardez vos mains, vos bras, vos muscles. Touchez votre peau. Vous vous sentez solide, n'est-ce pas ? Massif, réel. Vous avez l'impression d'être fait de chair et d'os, de quelque chose extrait de la terre, une sorte de poussière d'étoile mélangée à de la boue. Mais posez-vous la question, d'où vient la matière qui constitue vos propres cellules ? Vous mangez de la nourriture, des glucides, des protéines, des lipides. Si vous mangez une salade, vous mangez directement du carbone que cette plante a extrait de l'air il y a quelques semaines. Si vous mangez un steak, vous mangez un animal qui a passé sa vie à brouter de l'herbe, qui elle-même a extrait son carbone de l'air. Suivez la chaîne, remontez chaque calorie, chaque molécule de votre corps jusqu'à sa source originelle. À la base de chaque pyramide alimentaire, sans exception, il y a un organisme qui a fait ce que nous venons de décrire. Il a tendu ses feuilles vers le ciel et a saisi des molécules de gaz invisibles pour les transformer en matière solide. Ce qui signifie que le carbone dans vos muscles, le carbone dans vos os, le carbone qui compose les neurotransmetteurs qui vous permettent de comprendre cette phrase en ce moment même, tout ce carbone était, il n'y a pas si longtemps, du CO2 atmosphérique. Vous n'êtes pas fait de terre, vous n'êtes pas fait d'eau. Vous êtes de l'air réorganisé, maintenu par des liaisons électromagnétiques et alimenté par de la lumière solaire recyclée. Le présentateur s'arrête et s'appuie contre un arbre. C'est un vertige métaphysique. On se croit séparé de la nature, on regarde l'arbre comme un décor. Mais vous et cet arbre, vous êtes faits de la même étoffe de ciel. Vous partagez les mêmes atomes de carbone qui circulent entre vous, dans une danse sans fin. Imaginez le voyage d'un seul atome de carbone dans votre corps.
Il y a 2000 ans, cet atome flottait peut-être au-dessus de la Méditerranée. Il a été expiré par un marin romain. Il est resté dans l'atmosphère pendant des siècles, dérivant, porté par les courants G, survolant des empires qui s'effondraient et des montagnes qui s'érodaient. Puis, un jour de printemps il y a 3 ans, il a été happé par le stomate d'une feuille de maïs dans un champ. Une onde de lumière solaire l'a frappé, a brisé ses liens et l'a forcé à s'unir à d'autres atomes pour devenir une molécule de glucose. Ce maïs a été mangé, ce carbone a voyagé dans le sang d'un organisme, a été transformé, réarrangé, et aujourd'hui il fait partie de votre rétine. Il vous permet de voir. Vous êtes un arrangement temporaire d'atomes qui ont fait partie de millions d'autres choses avant vous. Vous êtes une sculpture de gaz qui marche et qui pense. Ce n'est pas de la philosophie New Age, c'est de la chimie de base. C'est la loi de conservation de la masse appliquée à la poésie de l'existence. Et c'est là que le paradoxe devient magnifique. On passe notre temps à avoir peur de l'invisible. On s'inquiète des ondes, des gaz, du vide. Mais l'invisible n'est pas l'absence de choses. C'est la source de tout. Le solide n'est qu'une illusion de densité créée par la lumière qui lie le vide. Mais attendez, car il y a un hic. Un paradoxe qui devrait vous empêcher de dormir si vous y réfléchissez trop. Si tout ce carbone vient de l'air et retourne à l'air, pourquoi n'avons-nous pas encore épuisé toute l'atmosphère ? Pourquoi l'équilibre est-il si précaire ? Et surtout, si nous sommes faits de lumière solaire solidifiée, qu'est-ce que cela dit de notre place dans un univers régi par l'entropie ? Parce que la science ne se contente pas de nous dire d'où nous venons, elle nous montre que nous sommes des anomalies, des rebelles thermodynamiques. Le présentateur s'arrête de marcher, il se tourne vers la caméra, le visage baigné par la lumière dorée de la fin de journée qui filtre à travers les feuilles. La musique change, passant d'un rythme intrigant à une nappe sonore plus profonde, presque éthérée. On arrive au bout de cette démonstration, et si vous vous sentez un peu étourdi, c'est normal. C'est la sensation du réel qui s'installe. On nous a appris à voir les objets comme des choses statiques, des blocs de matière posés là par hasard. On voit l'arbre, on voit le rocher, on voit l'eau. Mais en réalité, un arbre n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est l'action continue et acharnée de transformer l'invisible en visible. C'est un flux de carbone et de lumière qui prend une forme temporaire, une forme que nous appelons chêne ou sapin, mais qui n'est qu'un instantané dans un cycle qui dure depuis des milliards d'années. Regardez autour de vous. On passe notre vie à chercher du sens dans le lointain, dans les étoiles, dans le futur ou dans le passé. Mais le miracle est là, sous vos yeux, à chaque fois que vous passez devant un buisson ou que vous touchez une porte en bois. Vous touchez du temps et de la lumière pétrifiée. Richard Feynman disait que savoir comment fonctionne le monde n'enlève rien au mystère. Au contraire, cela ajoute une couche de révérence. Imaginez, chaque photon qui frappe cette feuille a voyagé 150 millions de kilomètres à travers le vide glacial de l'espace. Il a mis 8 minutes et 20 secondes pour arriver ici, et en une fraction de seconde, il est capturé, digéré par la chlorophylle et son énergie est utilisée pour forger une minuscule brique de matière. Multipliez cela par des milliards de feuilles pendant des siècles. Un arbre est une chronique de chaque journée ensoleillée de l'histoire. C'est un enregistrement physique de la lumière. Quand vous brûlez un morceau de bois dans votre cheminée, la chaleur que vous ressentez, c'est littéralement la chaleur du soleil d'il y a 50 ou 100 ans qui est libérée. Vous vous chauffez à l'été 1924 ou 1972. C'est cela, la beauté du réel. Ce n'est pas une construction de l'esprit, c'est une réalité moléculaire. Mais il y a une dimension plus profonde encore. On nous présente souvent la nature comme quelque chose d'extérieur, un décor dans lequel on évolue. Mais si vous êtes fait de carbone, et que ce carbone vient de l'air, et que cet air a été filtré par les arbres, alors où s'arrête l'arbre et où commencez-vous ? La frontière entre vous et le monde est une illusion d'optique. Nous respirons ce que les arbres expirent, et ils construisent leur corps avec ce que nous expirons. Nous sommes les deux faces d'une même respiration. À chaque seconde,
Des atomes quittent votre corps pour redevenir l'atmosphère, et des atomes d'atmosphère entrent dans votre nourriture pour devenir vos pensées. L'univers n'est pas un ensemble d'objets séparés. C'est un tissu ininterrompu de relations électromagnétiques. Dans un monde régi par l'entropie, où tout a tendance à se désagréger, à refroidir, à s'éteindre, la vie est cette anomalie sublime. C'est une force qui remonte le courant. Elle prend le désordre du gaz et en fait la structure du bois. Elle prend le chaos du rayonnement et en fait la complexité de votre cerveau. Nous sommes de la poussière d'étoiles, certes, mais nous sommes surtout de la poussière d'étoiles qui a appris à recycler l'air pour pouvoir se tenir debout et contempler l'univers. Désormais, quand vous vous promènerez en forêt, je ne veux pas que vous voyiez de simples plantes. Je veux que vous voyiez des cathédrales d'air. Je veux que vous entendiez le silence de millions de molécules de CO2 qui s'encastrent les unes dans les autres pour bâtir des géants. Je veux que vous sentiez la pression de la lumière solaire qui se solidifie sous vos doigts. Parce que la vérité est bien plus étrange et bien plus belle que n'importe quel mythe. Vous n'êtes pas un spectateur de la nature, vous êtes le souffle de la terre qui a pris conscience de lui-même. Le monde est extraordinaire, si vous savez où regarder, et parfois, pour voir le monde tel qu'il est, il suffit de lever les yeux vers le ciel, de prendre une grande inspiration et de réaliser que vous êtes en train de respirer le matériau de construction de tout ce qui vous entoure. C'est pour ce genre de vertige que j'ai créé